Les rêves. Alors, on va parler de toute autre chose. On va parler du traitement des eaux. Vous savez qu'au Cameroun, on a encore ce problème d'addition d'eau potable. Et je le disais encore que la société en charge de distribution en eau potable ne couvre pas tout à fait. Voilà. Et donc, justement, dans les périphériques, donc, ils sont nombreux qui se réfèrent bien évidemment au forage. Et donc, parlons de forage, nous parlons du traitement des eaux pour ceux, bien évidemment, qui nous regardent et qui ont des forages chez eux. Où, quand et comment se faire un forage. On parlera aussi des métiers qui tournent tout autour de l'eau, parce que ça existe. Et pour en parler, on a Alain Roger Fotso-Dada, qui est donc spécialiste du traitement de l'eau et des techniques environnementales, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me recevoir ici encore aujourd'hui. Très ému de revenir dans la maison. C'est un honneur, c'est un privilège également. Merci. On se rappelle des cours élémentaires, on donnait les qualités de l'eau potable. Elle doit être limpide, inodore, incolore, agréable à boire. Ce matin, on va aller un peu au-delà de ça. Comment donc reconnaître une eau potable? Alors, je voulais dire ici simplement que notre logiciel, à nous tous, au Cameroun, est resté bloqué à cette définition qui disait une eau potable, c'est une eau qui est incolore, inodore, sans saveur. Mais en fait, ce n'est plus ça, parce que et notre logiciel étant bloqué là-dessus, nous avons tous appris simplement à définir la potabilité d'une eau de par sa clarté, ce qui est une grosse aberration. Parce que si vous définissez la potabilité d'une eau de par sa clarté, c'est suicidaire. Parce qu'aujourd'hui, la définition simple d'une eau potable, c'est une eau dont la consommation n'entraîne aucun risque de maladie. Et donc, comment, à l'œil nu, devrait-on savoir que cette eau est potable ou pas? Parce que, justement, si on s'appesantit sur la clarté, c'est parce qu'on sait que, à vue d'œil, cette eau ne contient pas d'agents pathogènes. Ah non, justement, comme je disais il y a quelques secondes, c'est ça justement le problème. Parce qu'en définissant la potabilité d'une eau de par sa clarté, vous passez à côté, tout à côté. Vous vous empoisonnez, simplement. Ce n'est pas parce qu'une eau est claire qu'elle est potable. Parce que, comme j'ai dit, une eau potable, c'est une eau dont la consommation n'entraîne aucun risque de maladie. Qu'elle soit rouge, bleue, violette, marron, si vous la consommez et qu'il n'y a aucun risque de maladie, alors elle est potable. Mais par contre, vous pouvez consommer une eau qui est claire, cristal, mais vous tombez 5 secondes plus tard. Les bactéries, vous ne la verrez pas à l'œil nu. Tous les autres éléments qui sont nocifs, vous ne la verrez pas à l'œil nu. C'est pour ça que lorsqu'on parle, lorsqu'on veut définir une eau potable, lorsqu'on veut qualifier une eau potable, la première chose à faire, c'est de faire une analyse. Il n'y a qu'une analyse qui peut permettre de nous dire si cette eau est potable ou pas. Mais est-ce que dans nos zones reculées, dans nos villages, on a le temps de faire des analyses avant de consommer une eau? Maintenant, on peut jouer sur le facteur de la pollution dans ces zones-là, mais il est indéniable qu'il faut qu'on puisse faire des analyses si vous avez une source d'eau qui n'est pas protégée. Parce que si on a une source d'eau qui est protégée et qu'on sait qu'elle n'est pas contaminée, alors on peut, avec tout le plaisir qu'on a, consommer cette eau avec le risque minimum. Mais si on a, on se dit il y a un petit risque, aussi petit qu'il soit, il faut faire une analyse. Il est important de faire cette analyse pour définir quelles sont les caractéristiques de cette eau à ce moment-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette eau soit potable. Voilà. Donc, on a également remarqué que c'est un phénomène de mode par ces temps qui courent. Les forages, on les retrouve un peu partout. Est-ce qu'il y a des personnes ou des zones qui sont plus habilitées à avoir des forages que d'autres? Ah non, tout le monde peut avoir un forage. Mais maintenant, il faut bien que ceux-là qui font les forages soient assez honnêtes pour savoir qu'ils sont au début de la chaîne dans l'accès à l'eau potable. Ils sont au début de la chaîne parce qu'il faut bien que l'on comprenne qu'un foreur, c'est quelqu'un qui vous apporte de l'eau. Il ne vous apporte pas de l'eau potable. Le foreur vous apporte de l'eau. Il vous donne accès à l'eau. Donc, si vous avez un forage chez vous, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui a une rivière qui coule derrière sa case. D'accord. Est-ce que toutes les zones, je parlais justement des zones, est-ce que toutes les zones sont appropriées justement pour abriter? Quel que soit l'endroit où vous trouvez sur le globe, vous pouvez faire un forage. D'accord. Le problème, c'est faire le forage, c'est avoir accès à l'eau. Maintenant, vous faites des analyses pour vous rassurer que cette eau a certains types de caractéristiques. Super. Et après les analyses, vous interprétez ces résultats et vous définissez le traitement à donner pour rendre cette eau potable. Et donc, ça répond à la question du où peut-on forer, où peut-on avoir
un forage. Mais si on doit poser d'autres questions comme quand et comment devrait-on avoir... Alors, c'est pour ceux-là qui ont... si vous avez une parcelle de terre et que vous voulez faire un forage chez vous à domicile, cette question va se poser où, quand et comment le faire. Parce que l'erreur que nous faisons pour nous empoisonner, c'est que... Je vais donner un petit chiffre. 68% des forages à Douala ne sont pas étanches. D'accord. Okay. Quand on parle d'étanchéité, ça veut dire que ces forages vont se contaminer avec les eaux superficielles. Là, on est déjà dans les caractéristiques d'un bon forage. D'un bon forage. Donc, un bon forage doit être étanche. Mais, comme je disais, les statistiques sont têtues. 68% des forages à Douala ne sont pas étanches. Et si on n'a pas d'étanchéité, ça veut dire qu'on boit une eau qui est souillée. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une bonne étanchéité? Parce que justement, toutes ces personnes qui ont un lopin de terre, qui veulent construire leur maison, ils pensent à se faire un forage à la fin de leur construction. Et quand vous le faites, à la fin, vous avez réduit l'espace dans lequel, ou alors l'espace où est-ce qu'on peut faire le forage. Et à ce moment, l'espace qui reste le plus dans beaucoup de nos habitations, c'est à côté du puisard. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais vous allez voir que les forages dans nos maisons côtoient les puisards parce qu'ils ont pensé faire le forage à la fin des constructions. Donc, la question de où et quand, c'est il faut faire son forage avant que de commencer son chantier, comme on dit, parce qu'à ce moment, le foreur ou alors l'hydrogéologue a la latitude de regarder sur votre terrain exactement à quel endroit positionner le forage pour qu'il ait accès à une eau de bonne qualité. Alors, il y a d'autres questions quand même qui nous taraudent de l'esprit, celle de savoir quelles sont les questions qu'il faudrait se poser avant, pendant et après avoir effectué les travaux de forage. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est combien de personnes vont utiliser l'eau? Okay. Parce qu'il faut dimensionner son forage. Vous dimensionnez votre forage, vous posez cette question, combien de personnes vont utiliser mon eau? Ça, c'est d'un. La deuxième chose que vous posez comme question, quand vous faites venir le foreur, il faut qu'il y ait quelqu'un, un hydrogéologue ou bien un géophysicien, qui doit faire une étude pour dire exactement où va se faire le forage. Et le foreur doit suivre, ce canevas, ce que le géophysicien lui a dit. Le foreur, c'est quelqu'un qui creuse. Le foreur, ce n'est pas lui qui fait tout. C'est une partie du métier. Il fait le forage. Il creuse pour sortir de l'eau. Donc maintenant, l'une autre question qu'il faut se poser, c'est, on a parlé d'abord de où est-ce qu'on va faire le forage. Maintenant, quand le foreur est là, il faut qu'il vous dise exactement qu'est-ce qu'il vous donnera comme équipement dans votre ouvrage. Parce qu'un forage, c'est un ouvrage. Il faut qu'il vous renseigne sur le type de pompe qu'il va utiliser. Il faut qu'il vous renseigne sur la maintenance de cette pompe, qu'il vous renseigne sur le type de tuyauterie qu'il va utiliser, sur la maintenance même de cette tuyauterie. Il faut qu'il puisse être capable de vous expliquer que la tête de forage va être au-dessus du sol d'au moins 60 cm. Et qu'il puisse aussi avoir l'honnêteté de vous dire que mon travail se limitera juste à faire sortir de l'eau et qu'à la suite, il faudra qu'un spécialiste de traitement de l'eau prenne la suite. Magnifique. On va rappeler que c'est un domaine assez complexe et méconnu du public. Peut-être beaucoup ne savent pas qu'il y a des métiers de l'eau en fait. Effectivement, je suis la preuve vivante ici que le traitement de l'eau, c'est tout un métier. L'eau, c'est toute une industrie. Parce qu'on a l'impression que quand on parle de l'eau, c'est juste creuser ou bien puiser de l'eau quelque part. C'est toute une industrie. Et on a toutes ces personnes qui peuvent être opérateurs dans les usines de traitement d'eau. On a même des spécialités dans la distribution. Parce que distribuer l'eau, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que vous avez des tuyauteries qui sont, je vais dire, caduques. Parce que celui qui était peut-être en charge de la distribution de l'eau n'a pas su à quel moment il faut changer cette tuyauterie. C'est toute une école, faire la distribution de l'eau. Les châteaux, vous avez tout un métier pour quelqu'un qui travaille sur les châteaux. Vous avez ceux-là qui font les pompes. Les pompes les pompes que l'on utilise dans le traitement de l'eau ne sont pas ce sont les mêmes pompes, mais il faut bien pouvoir assimiler cela au traitement de l'eau, à la qualité de l'eau. Donc, ce sont les métiers. Il y a beaucoup de métiers autour du traitement de l'eau. Les laborantins, parce que si votre laborantin vous fait une mauvaise analyse, vous aurez une mauvaise interprétation. Une mauvaise interprétation entraînera un mauvais traitement. Et quand on parle d'un mauvais traitement, on n'aura pas de l'eau potable à la fin. Merci en tout cas d'être passé par ici. Je rappelle qu'il faudrait aussi penser à filtrer son eau. Bon, après, si vous n'avez pas des moyens pour vous acheter un filtre, très souvent, ce qui est recommandé, c'est de faire un filtre de fortune à travers une bouteille et un coton.
Si je Ben, moi, je suis un peu dubitatif sur ces méthodes archaïques parce que parfois, quand on dit qu'on met juste du coton, parce que la filtration, c'est une étape du traitement de l'eau. Et lorsqu'on parle de filtration, il faut bien que l'on sache ce que l'on veut retenir. On ne filtre pas au hasard. On filtre parce qu'on veut retenir des particules bien précises. Si vous ne connaissez pas ce que vous voulez retenir, ne mettez pas un filtre. On ne choisit pas un filtre au hasard. On ne va pas à la boutique chez Tantampion et on prend un filtre. Non, on met un filtre parce qu'on sait exactement ce qu'on veut retenir. Auquel cas, il ne vous sert à rien. Mais pour ceux-là qui n'ont pas accès à tous ces types de filtres, qui sont dans nos villages et autres, il y a une technique assez simple. Vous achetez des pagnes en coton, pur coton, et vous savez, les pagnes, ils ont des différents maillages. Donc vous pouvez mettre 3 ou 4 pagnes de maillages différents. Et là, vous aurez des filtres qui pourraient tenir 10, 5, 3, 1 micron en montant. Oui, donc c'est très important de le faire. Et aussi pour désinfecter, il y a une technique assez simple. On peut chauffer son eau à la maison. Moi, je le fais quand je suis chez moi là-bas à Bâtier. Je chauffe l'eau, je la désinfecte. À 100 degrés? Oui, il faut que l'eau bouillisse. Maintenant, dépendamment de l'hygrométrie de la zone, certaines eaux peuvent bouillir à 60, 80, mais quand l'eau bouillit, on est quand même sûr que toutes les bactéries sont parties. Et puis, on utilise cette bonne technique de filtration dont j'ai parlé, mais vous devez empiler plusieurs types de pagnes ensemble. Pur coton, pas du polystyrène, pas autre chose que du coton, 100%, du pur coton. Vous les mettez en différents maillages pour que ça puisse retenir, que ce soit 1 micron, 3 microns, 5 microns ou 10 microns. Donc, vous pouvez le faire. Mais ceux qui sont dans la zone du Sahel, il y a une technique pour ceux qui sont sur le Sahel pour désinfecter l'eau. Vous mettez l'eau dans une bouteille et vous la mettez sur le toit. Parce que y a la chaleur, vous la mettez sur le toit pendant 2 à 3 heures quand le soleil est haut dans le ciel. Toutes les bactéries partent. Merci, on a tellement envie de vous retenir. L'eau, c'est la vie résolument. On espère que ce sera pas la dernière aujourd'hui. Alors, rendez-vous jeudi. Parce qu'il faudrait qu'on écume toutes les questions autour de l'eau. Je serai là jeudi matin pour qu'on continue de parler de ça parce que c'est, comme on a toujours dit, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Et tout le monde devrait être capable d'avoir accès à l'eau potable. Mais il faudrait aussi que les gens sachent qu'ils ont aussi leur responsabilité sur la qualité de l'eau qu'ils consomment. Il ne faut pas qu'on essaie de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre parce que chacun définit la potabilité de l'eau, chacun définit le degré de potabilité de l'eau qu'il consomme. Super. Et à partir de ce moment, il faut savoir quelle est ma responsabilité sur la qualité de l'eau que je consomme. Merci. Vous êtes Alain Roger Fotso Dada, vous êtes spécialiste du traitement de l'eau et des techniques environnementales. Absolument, on a eu un grand plaisir à vous accueillir donc jeudi prochain. Merci. On vous souhaite une excellente journée. Bon. Merci infiniment et bonne journée à tous vos téléspectateurs. Merci. Merci. Et peut-être une idée qui vous ferait plaisir, surtout à madame, les sacs qui font fureur en ce moment dans on va dire la garde-robe évidemment des dames qui nous regardent, les passionnés évidemment de mode, passionnés de la première heure comme Zulia Yap, qu'on va pas tarder à recevoir évidemment ou à voir dans le cadre de Mode Inside ce matin. Allez, la capsule donc plante le décor pour parler des sacs à main qui sont en vogue maintenant.